C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous, Jean-Marie. Bonsoir, Roselyne. Dire la vérité aux Français, Emmanuel Macron alerte sur la folie expansionniste de Vladimir Poutine et semble préparer les esprits au pire et refuse l'esprit de défaite qui pourrait animer certains Européens. Aujourd'hui, le président Macron a reçu les chefs de parti dans la perspective du débat à l'Assemblée nationale sur l'Ukraine la semaine prochaine. Et puis sur le front économique, le ministre Bruno Le Maire, lui aussi, veut dire la vérité. Il veut un État plus économe, 20 milliards de plus pour 2025, pour ramener le déficit public sous les 3% à la fin du quinquennat. Le ministre de l'économie a reçu une volée de bois vert des oppositions qui, eux, ont la solution, taxer et dépenser. Et s'ajoute la perspective des Jeux Olympiques qui est une occasion pour les syndicats de demander à l'État de dépenser davantage. Tout le monde veut plus et l'État ne veut plus ou ne peut plus. On en parle avec Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche. Bonsoir à vous. Bonsoir Rosine. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard, avec votre une cette semaine, enfin ce trimestre. C'est, je vous laisse découvrir, le monde existe-t-il encore? Merci. Voilà. Voilà, une un peu flippante. Oui. Et Nathalie Saint-Cric, bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Éditorialiste à France Télévisions et auteur du livre L'ombre d'un traître aux éditions de l'Observatoire. Rapide pitch. Un monsieur qui ne devrait pas être au Mont-Valérien pour représenter la France combattante se fera exfiltrer dans des conditions abracadabrantesques. Voilà. Et c'est une histoire vraie. Ouais, et c'est un beau livre. Donc cet après-midi, Emmanuel Macron a reçu les chefs de parti sur le débat sur l'Ukraine. Le président qui était à Prague mardi a une fois de plus assumé sa position offensive sur la nécessité de préparer les esprits au sursaut sans être lâche vis-à-vis de la Russie. On l'écoute, c'était mardi. Qui a lancé la guerre en Ukraine? Vladimir Poutine. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire? Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour, nous expliquons quelles sont nos limites, face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde, pas chez nous. Voilà, donc on reparlera de cette petite phrase. Mais en réponse à cela, la France insoumise veut croire que le dialogue est encore possible avec le chef du Kremlin et refuse la surenchère guerrière. Quant au Rassemblement national, écoutez la réaction de Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, après sa rencontre cet après-midi avec le chef de l'État. Le président de la République est prêt à un soutien sans limite et semble-t-il jusqu'au boutiste à l'Ukraine. J'ai fait savoir quelle était la position du Rassemblement national, à savoir qu'il fallait soutenir l'Ukraine, mais qu'il fallait faire en sorte que la France n'entre pas elle-même en guerre avec la Russie, qui est une puissance nucléaire, auquel cas cela pourra avoir des conséquences irrémédiables sur la paix de la région et sur la paix dans le monde. Je lui ai indiqué que les différentes positions qui ont été les siennes ces derniers jours, des positions de va-t-en-guerre qui n'excluaient plus l'envoi de troupes françaises en Ukraine, suscitaient l'inquiétude dans le pays auprès des Français, que cette position isolait la France sur la scène internationale, puisqu'Emmanuel Macron a été désavoué par l'intégralité de nos alliés européens et de nos alliés de l'OTAN. Voilà, Jean-Marie, c'est un président de la République qui est bien seul face aux oppositions. Oui, c'est assez normal d'ailleurs, parce que les oppositions sont par principe contre la position d'Emmanuel Macron. Mais ce qu'il faut rajouter dans tout ce qui est dit, c'est factuellement, il faut rappeler d'où viennent ces petites phrases du président sur les troupes au sol. Ça vient des déclarations du chancelier allemand qui faisait état de soldats européens qui étaient en Ukraine pour aider les Ukrainiens à l'utilisation des armes que les pays européens leur livrent. Et donc ça a été considéré comme d'ailleurs par les Britanniques aussi, puisque les Britanniques étaient autant visés que la France, comme quelque chose de plus qu'inélégant. Et donc la réponse d'Emmanuel Macron, il faut la rappeler dans son intégralité, parce qu'il dit des troupes au sol, mais les troupes au sol, il dit c'est assumer, revendiquer, enfin, oui. Et le mot assumer est très important, parce que ça veut dire qu'il y a déjà et qu'il ne faut pas entendre les troupes au sol, on ne va pas envoyer le régiment d'infanterie de marine, mais simplement au fond des techniciens
qui aident à l'utilisation des armes que l'on livre au CPI. Donc si on remet cela dans son contexte, c'est déjà un petit peu différent du président qui est décrit par Jordan Bardella comme un va-t-en-guerre. Le va-t-en-guerre, c'est Poutine, de toute façon, dans l'affaire. Et donc, c'est se leurrer de croire qu'une politique d'apaisement vis-à-vis de Poutine va régler nos problèmes. Oui. Et est-ce que, dans le fond, là aussi, Emmanuel Macron cherche à utiliser l'Ukraine, enfin, en tout cas, le conflit en Ukraine, et ses propres déclarations comme, Bruno, un révélateur de la persistance d'une complaisance vis-à-vis du Rassemblement national? Oui, elle existe de toute façon. Oui. Elle a existé, c'est factuel. Maintenant, évidemment que Emmanuel Macron essaie d'appuyer là où ça fait mal. Il y a 2 niveaux de lecture. Il y a le premier niveau qui est le niveau géopolitique. Oui, les ingérences russes existent depuis le début. Vladimir Poutine essaie de déstabiliser les États de l'Europe de l'Ouest parce qu'il a le temps long. Lui, il peut jouer sur le temps long, pas les Européens, et il espère fatiguer les opinions pour qu'on voit bien que de toute façon, même si ça reste majoritaire, le soutien des opinions publiques à l'Ouest est quand même s'affaiblit. Donc oui, il joue là-dessus, et évidemment, Emmanuel Macron prend à témoin les oppositions. Et prend à témoin les oppositions pour les mettre aussi devant leurs responsabilités. Et il y a évidemment de la politique derrière ça, puisqu'il y a un scrutin européen qui ne pouvait pas mieux tomber, parce que c'est une question centrale, au fond, pour l'Union européenne. Donc Emmanuel Macron l'utilise aussi comme un moyen de mettre les différents partis devant leurs responsabilités. Soutiennent-ils encore totalement l'Ukraine, complètement, et où ils en sont dans leur relation avec Moscou. Oui. Mais ça, est-ce que dans le fond, ça va parler aux Français, en tout cas ceux qui votent, Nathalie, pour le Rassemblement national? Est-ce que ça risque pas d'être contre-productif? Parce qu'on a entendu Sébastien Chenu dire « Ah, le président qui veut nous amener la guerre ». Oui, ça, effectivement, c'est la thématique. Et c'est la deuxième thématique, c'est ça va nous coûter cher. Et les Français n'ont pas envie qu'on donne de l'argent à l'Ukraine et qu'on n'en ait pas nous-mêmes. C'est un peu la vieille thèse du la Corrèze plutôt que le Zambèze de Raymond Cartier, du genre on s'occupe chez nous, on ne va pas donner de l'argent aux autres. Sauf que il y a quand même un autre degré de compréhension, effectivement, qui est de dire quand on est... Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit François Hollande en sortant de son rendez-vous avec Emmanuel Macron, en disant « Poutine ne comprend que la force ». Donc ça ne sert à rien d'aller miauler devant lui en considérant que si on est gentil, il va être gentil. Et que le principe même de la dissuasion, c'est de dire jusqu'où on pourrait vouloir aller et non pas dire « Ah oui, on ira jusque-là, mais on ne fera rien après, tout ça ». Donc il y a une certaine forme de logique dans ce que dit Emmanuel Macron, que ça marche ou que ça ne marche pas. En tout cas, il a conscience qu'il faut aller vite. Avant l'élection de Bush en clair, de Trump, pardon. S'il est élu. S'il est élu. Parce que là, ça risque de devenir effectivement compliqué, que les Européens ont intérêt à se bouger assez rapidement et à prendre l'opinion à témoin en essayant de comprendre. Alors, il ne l'a pas fait bien. C'est-à-dire que quand il l'a expliqué le soir, il y a des morceaux qui sont sortis. Les gens ont compris en gros ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Marie, qu'il y avait l'ordre de mobilisation qui était collé sur les colonnes Maurice à Paris et qu'en gros, il faudrait aller le lendemain matin se présenter quand on était réserviste ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça qu'il voulait dire. Il veut dire simplement que, par définition, quand vous avez un ennemi, vous le laissez entendre, que vous irez, que vous tiendrez. Ouais. Et c'est une sorte d'électrochoc qu'il a tenté de faire avec les Européens, les Français. Moi, je ne suis pas persuadée que ça marchera, parce que, comme le disait Bruno, les sondages de soutien à l'Ukraine, passé le romantisme du début qui est « ils sont agressés, ça ne va pas durer longtemps, on les recueille chez nous ». Je ne suis pas certaine, mais en tout cas, je trouve qu'il est dans son rôle de chef de l'État et de demander aux oppositions de se positionner. C'est peut-être un peu politicien, mais c'est totalement normal parce que c'est un sujet. S'il faisait tout seul, on dirait il est vertical, il se fout des autres. Là, il les reçoit et puis il va leur demander ce qu'ils en pensent. Il y a même un vote à l'Assemblée. Et il y a un vote le 12 et le 13 à l'Assemblée et au Sénat. Bien sûr. Voilà. Oui, Catherine, on a entendu donc Emmanuel Macron sur cet esprit de défaite, ne soyons pas lâches. Est-ce que dans le fond, quand il parle de ça, il fait référence à l'histoire et la Seconde Guerre mondiale qui, avant le début de la guerre, on va dire la drôle de guerre, personne n'a arrêté Hitler et qu'on préférait, le laisser courir plutôt que de faire la guerre. Tout à fait, cette lâcheté nous hante. Donc, je veux dire, c'est de nous dont il parle, c'est évident. Moi, ce que j'ai à dire sur ce point, c'est 2 choses. D'abord, comme l'a dit Bruno, ça rentre dans une temporalité politique. Je ne suis pas sûre que ça fasse très, très bon ménage de vouloir
régler les problèmes de vie politique française et de vouloir se démarquer vis-à-vis du Front National, etc., et d'avoir une discussion stratégique avec les forces politiques et avec le pays sur un enjeu de cette importance. C'est-à-dire que là, on a vu par exemple Gabriel Attal véritablement, moi je pense, outrepasser des mots normaux qui peuvent être dits, c'est-à-dire quand il a accusé le Rassemblement national, et Dieu sait que ce ne sont pas mes amis, d'être la 5e colonne en France, quoi. Je trouve que c'est faire de la polémique et monter le débat dans un niveau de violence qui n'est pas propice à une discussion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il nous a renforcés en disant cela ? Le fait que ça a été très mal compris, je ne parle pas en France, mais je parle au niveau européen, c'est-à-dire que le fait qu'il l'ait fait tout seul, qu'il l'ait fait sans avoir consulté les autres, je pense que ça nous a plus affaiblis que ça n'a conforté la position, je dirais, de tenir, de dire, de marquer une position forte face à Vladimir Poutine. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il n'y a pas la position d'Emmanuel Macron ou les lâches. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible vis-à-vis de nos partenaires européens et ce n'est pas possible vis-à-vis de ces oppositions. C'est-à-dire qu'on peut penser, et je pense qu'il faut avoir de la fermeté vis-à-vis de Vladimir Poutine, et je souscris à l'idée du président Hollande que Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force. Mais le rapport de force, ça peut se mener pas forcément ça n'est pas forcément en menaçant de mettre des troupes, que par ailleurs les autres vont dire on ne va pas faire, qu'on mène le rapport de force. Et en l'occurrence, ce que j'ai en tête, c'est que l'isolement international de la Russie est une façon de mener le rapport de force. Or, cet isolement-là, nous ne l'avons pas mené, et même, je dirais, que la Russie n'est pas isolée au plan international. Or, c'est sur ça qu'il faut absolument travailler. C'est-à-dire qu'il faut mener le rapport de force en ayant en tête qu'on a ce pays-là, avec ce dirigeant-là, qui est un nationaliste violent, prêt à tout pour sauvegarder son pouvoir, y compris à l'usage nucléaire. C'est vrai que, Jean-Marie, on dit ça maintenant. Je vais revenir sur le point 2. Non, mais je voulais... C'est-à-dire sur le point 2, c'est-à-dire l'isolement de la France par rapport à ces autres... Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que l'isolement de la France, il est avant les paroles du président de la République. Ce qui est reproché par nos partenaires et amis européens à Emmanuel Macron, c'est il ne faut pas humilier la Russie. Ce sont ces tergiversations du début, c'est sa faiblesse apparente du début. Mais à partir c'est de Biden aussi, quand il dit il n'y aura jamais de troupes au sol. À partir du moment où il dit les choses beaucoup plus clairement et beaucoup plus fermement, il rallie les autres. Et les autres sont plutôt rassurés par les paroles présidentielles, contrairement à ce qu'on peut croire aujourd'hui, parce que se greffe là-dessus une vraie brouille entre Emmanuel Macron et le chancelier allemand. Et là, c'est vrai que ça atteint des proportions. Mais l'isolement qu'il fallait rompre, c'était l'isolement qui était né des positions précédentes d'Emmanuel Macron. Il faut être un peu moins erratique peut-être quand on est président. Sans doute, bien sûr, mais ça sûrement. Et donc le fait qu'il revienne sur des positions de fermeté n'est pas de nature à nous isoler à terme, je pense. Dans l'immédiat, c'est sûr que l'expression troupe au sol. Et par ailleurs, sur cette formule-là et sur cette expression, mais c'est le b.a.-ba de la défense que de dire la dissuasion. Mais oui, c'est le b.a.-ba de la dissuasion. Alors oui, en France, mais on dit ambiguïté stratégique, etc. Mais le b.a.-ba, c'est bien de dire je ne m'arrêterai pas. Mais la question que justement je voulais vous poser, c'est que au début de la guerre, Joe Biden prévient tout de suite et dit il n'y aura jamais de troupes au sol. Et Emmanuel Macron, vous l'avez rappelé, dit il ne faut pas humilier la Russie. Donc, en quelque sorte, il donne carte blanche. Bien sûr, il donne un permis de faire quelque chose. Voilà. S'il ne l'avait pas fait, on lui aurait dit que c'était un va-t-en-guerre dès le début. Exactement. Et maintenant, on dit qu'il faudrait négocier. Certains disent qu'il faudrait renouer le lien avec Poutine pour négocier, les mêmes qui disaient qu'on ne négociait pas avec lui. Quant à la violence de Gabriel Attal vis-à-vis du Rassemblement national, quand Marine Le Pen dit on va tuer nos enfants, laissant entendre que les forces au sol, ça va être justement de la conscription et tous les gens qui vont revenir. Et tout, si vous voulez, tout ça, c'est... C'est de la campagne électorale. La vérité, c'est qu'on est en campagne électorale et que le Rassemblement national, sur ce thème-là, n'est pas très à l'aise. Non. Parce qu'au fond, ils savent bien que le rapport à Vladimir Poutine, à la Russie, les place sur la défensive et ils en perdent. D'ailleurs, on les voit perdre un peu leurs moyens, ce qui n'était pas arrivé. On a vu Sébastien Chenu aujourd'hui dire n'importe quoi. N'importe quoi, ce qui a été prouvé dans les 12 secondes. Et Jordan Bardella, idem. Donc on voit que c'est quand même pas un thème très facile pour eux et du coup il y a de l'énergie. C'est même amusant de les entendre d'entendre Jordan Bardella dire oui on soutient l'Ukraine mais on ne fera rien. En gros, je soutiens l'Ukraine mais je ne ferai rien. Et de dire quand même nos partenaires et alliés
le mot allié de la part d'un Front National qui est ouvertement anti-OTAN et qui a été longtemps anti-Union européenne, ça fait sourire. Mais il y avait aussi la fameuse ligne rouge qui n'avait pas été respectée par Obama, rappelez-vous, envers Bachar el-Assad. sûr, Donc là c'est aussi, rigolo. ça lui avait donné le permis de continuer. Donc finalement, cet esprit de défaite, ou en tout cas cet esprit non guerrier, laisse dans le fond à tous les potentats de la Terre le sentiment qu'ils peuvent y aller. Moi, j'aimerais avoir votre optimisme sur le fait que le Rassemblement national, il est mal là. Je ne crois pas. Il est moins à l'aise sur ce terrain-là qu'il l'était avec l'immigration, par exemple. Non, mais moi, personnellement, je crois qu'il y a 3 mois, c'était plus facile. Je serais ravie que les sondages, dans les prochaines ça, semaines... c'est notre affaire, les non, sondages. ce que je pense, est-ce que l'opinion publique française a compris la position d'Emmanuel Macron, surtout qu'elle vient après la position l'année précédente qui était tout autre. Oui. Donc ce revirement non préparé, non argumenté a pris de court et en effet mal compris. Mais Catherine, vous n'avez pas tort. Mais Je dis- donc Je dis simplement que les Français savent que moi, je le pense qu'une rapport fois est encore, ils ambigu sortent entre là-dessus. Marine Le Pen et la Russie. Non mais j'entends bien. L'emprunt Mais russe, tout ça. Non, c'est- mais Surtout le moment de la mort de Navalny. Voilà. ou ce Non, qui mais est quand même un peu c'est possible. philosophique. Mais moi, ce que je pense, c'est que les Français n'ont pas envie d'une guerre avec la Russie. Personne n'a jamais envie Non, de mais ça. bien envie sûr. d'une Non, guerre, mais hein. c'est possible. C'est pour ça que je pense que j'aimerais que vous ayez raison, que le Rassemblement national est mal. Moi, je ne crois pas qu'il soit mal. Je crois qu'il Pour est. le moment, il n'est pas mal. Il n'est pas mal Non, du moi, je tout. suis assez d'accord. Voilà, ce que je pense, c'est qu'il peut tirer profit de cette séquence et que je crois que l'autre. Profit peut-être pas. Mais Si, c'est moi. Enfin, on verra. Mais moi, Non, je pense mais que il y a- oui. Moi, je pense que le fait qu'il soit. Je pense que c'est une séquence qui est pas bonne pour eux, mais on verra. Ça ne veut pas dire que ça va se, oui. ça va se traduire Moi, avec mon des points en moins mon dans les opinion, sondages. c'est que- Ça, c'est une autre affaire. Ils exploitent- la popularité d'Emmanuel Macron, le fait que les gens soient déçus de ce début de deuxième mandat, c'est inscrit ça se lit dans les sondages et sans doute que les Français lui C'est feront structurel, payer. ça, je suis d'accord avec vous, c'est structurel. Mais sur la séquence, là, vis-à-vis de l'Ukraine, je pense que la position d'Emmanuel Macron n'a pas été comprise. Et le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas avoir une vision, c'est ou bien on se couche, on veut, reprendre langue avec Poutine. Moi, je crois que personne ne veut reprendre langue avec Poutine. Si, il y a En des tout partis cas, qui disent qu'il faut négocier. je ne sais la France insoumise Non, dit ça. mais non, Marine Le Pen dit qu'il non, faudrait négocier. je regrette la France insoumise. Non, écoutez, il ne alors dit pas j'ai ça. reçu, Alors, il ne dit pas reçu ça. Manuel Bompard Allez. sur ce plateau mardi. Ouais. Je lui ai demandé et il a dit il faut reprendre les discussions diplomatiques avec Vladimir Poutine, textuellement. Il dit ce que demande la France insoumise, moi je ne partage pas, je ne trouve pas que ce soit le bon cadre, mais ils disent qu'il faut une négociation sur les frontières en Europe au sein de l'OFCE. Donc, non, ce n'est pas l'OFCE, c'est Bon, l'organisme quel- de défense européen. C'est-à-dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce truc qui a été créé en 1975 au moment Ça a de... été réglé, cette affaire. Ouais, mais des moi, je suis pas frontières a d'accord été avec- réglée entre l'Union soviétique et l'Occident aux accords d'Helsinki. Et les Voilà, accords et d'Helsinki qui ont été Bon, Nathalie, violés, y a-t-il qui ont été un violés esprit par Vladimir munichois qui Poutine. rôde? Écoutez, moi je suis toujours embêtée par les Comparaisons les historiques. parallèles, les Références. comparaisons historiques. Non, mais l'histoire nous enseigne Mais- parfois. L'esprit munichois, il faut dire que c'était aussi dans l'entre-deux-guerres qu'on sortait la guerre de 14-18 qui avait une boucherie sans nom et que le pacifisme, effectivement, était quelque chose d'absolument essentiel et compréhensible d'une certaine manière entre la guerre de 14 et la guerre des 39 et que Blum... Enfin, le soulagement, c'est-à-dire en gros, on va lui donner une dernière chance à Hitler pour essayer de... En ne respectant pas notre traité, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on juge terrible, mais qu'on pouvait comprendre à l'époque. Enfin, on pouvait comprendre. Qui a tout un climat. On n'est pas du tout, enfin, on n'est pas dans la même situation, mais reste quand même que ce côté qui est avoir la paix, comme on dit qu'on veut avoir la paix avec ses enfants qui se tiennent mal ou avoir la paix avec son voisin qui vous emmerde, l'esprit de on veut avoir la paix envers et contre tout, même si on s'assied un peu sur ses principes, c'est quelque chose qu'on peut évoquer. Donc c'est un peu ridicule de se draper dans des grandes expressions en disant ça y est, c'est Munich. Non, mais quand même, et c'est ce que disait Jean-Marie aussi, Bruno, la logique de la dissuasion, c'est de dire mais on ira au bout. C'est-à-dire que ça sert à rien de la ramener avec nos principes, ça sert à rien de se draper dans l'esprit républicain, l'esprit français, je sais pas quoi, si au finish on se conduit comme tout le monde et qu'on est la Suisse. Mais pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut avoir le sens de ses responsabilités. Donc c'est un peu fort l'esprit de défaite, mais il y a quand même quelque chose qui, du côté du chef de l'État, indépendamment des considérations politiques, est plutôt très mal fait, mais sur le fond,
assez défendable. Oui. Pourquoi très mal fait, d'après vous, Bruno? On comprend rien. Parce qu'on n'a pas compris. pourtant, On est passé. Au bout de Il faut 3 jours, on a il faut pas humilier Poutine. Il y a Oui. quelques mois, C'était au Emmanuel début, Macron plus frileux sur la défensive vis-à-vis des partenaires européens, y compris des Ukrainiens qui n'ont pas tout compris de ce qu'ils voulaient faire, et a une position maintenant claire, nette, mais pas bien exprimée au détour d'une question à un journaliste, alors qu'il aurait pu l'exprimer. Exactement. À Prague, il a éclairci. Donc ça n'a pas été bien fait. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il est toujours toujours obligé d'éclaircir après Ce qu'il a et raconté. de rectifier après. Donc c'est ça qui sème la confusion. Quand elle a la finalement. Au lieu temporalité, de... c'est pas étonnant non plus qu'on essaie de négocier Oui. avec quelqu'un d'abord. Et puis que si on se rend compte que la personne se fiche complètement Oui. de ce que vous dites, de Non, dire on négocie oui, plus mais- Et puis sur le fond, je pense que Emmanuel Macron, dans son rôle de chef d'État d'un pays doté de l'arme nucléaire et d'une puissance, la seule puissance Et membre du militaire Conseil de sécurité. à l'intérieur de l'Union européenne, franchement, il faut peut-être quand même commencer à réfléchir à qui va défendre l'Europe si Donald Trump redevient président à la fin Il y de a plus l'année. personne. Là, il va y avoir un problème qui va se poser pour les Européens, donc ça vaut peut-être le coup quand même entre Européens de se poser la question, même Ouais. si on voit bien que les Allemands sont un peu ennuyés sur la question. Alors, les Allemands, ils se sont fait quand même piéger par cette oui, écoute mais- extravagante. Je pense que c'est oui. un moment où la question se pose, un moment en plus d'élection européenne. Franchement, que la question soit posée devant les opinions européennes, s'il y a un moment pour le faire, c'est bien celui-là. Ça va donner quoi ce débat la semaine prochaine, Bruno? En gros, ça va être quoi l'intitulé? C'est sur l'accord de sécurité entre la France l'accord stratégique et l'accord entre la- stratégique, entre donc la qui France court et- sur 10 ans, c'est ça? Oui, 3 entre la milliards France et- d'euros. entre la France et Donc, l'Ukraine. dans le fond, tout le monde mais va ça- être d'accord, Mais, non? mais d'abord, ça Non. le mérite On va pas la France de insoumise, une fois présenter de plus. devant le Parlement. Il est C'est vert. très bien. Oui. Bon, normalement, ça devrait passer. En tous les cas, les groupes d'opposition vont être mis devant leurs On ne sait responsabilités. pas exactement ce qu'il va être demandé. Oui, voilà, c'est ça. On ne Ça, sait la pas. difficulté pour l'instant, c'est que moi j'entendais là tout à l'heure Marine Tondulier qui disait bien évidemment qu'il faut aider l'Ukraine, qui disait comme vous, il y a d'autres moyens avant, c'est-à-dire probablement un effort militaire supplémentaire puisqu'on livre en termes de munitions, même s'il y a l'accord avec les Tchèques, pour acheter des munitions à l'étranger, on livre moins que les autres Oui. et on livre plus tard. Donc commençons aussi par aider l'effort de guerre ukrainien. Et là-dessus, il y a plusieurs nuances, c'est-à-dire que les Verts disent on soutient, bien évidemment Poutine est un dictateur, mais faisons d'abord ce qu'on peut faire autrement, avec des embargos réels. C'est là que le problème surgit, parce que en fait, tout ça, c'était très bien il y a 6 mois. Mais aujourd'hui, Oui. et pourquoi il y a toutes ces discussions aussi, c'est parce que ça va mal Ah, sur le terrain. Et ça va mal sur le terrain, donc on n'en est plus au stade où il faut que la France mobilise ses propres moyens. Il faut faire appel à des moyens qui existent hors de l'Union européenne. Et les C'est ce faire qui va venir, se faire. effectivement. Et faire venir rapidement parce que les et États-Unis accélérer. ont un peu réduit leur aide. Voilà. Exactement. Et avec un Excusez-moi. congrès qui les a. Bien sûr. qui a Quel donc est- caresse pour Le les vrai Biden. problème, il est là, c'est que sur le terrain, ça ne va pas. Mais est-ce qu'il n'y a que C'est cette court. voie-là? Oui. C'est-à-dire que, je veux dire, vous avez dit tout à l'heure, on a l'arme nucléaire, on est au Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Je veux dire, quelle est l'initiative que la France prend sur l'échelle internationale à l'ONU Ouais, pour les faire- initiatives pour de le- l'ONU pour- jusque-là. Oui, Bah voilà. oui, mais c'est ce que j'allais dire. L'ONU Non, avait mais empêché si- les guerres, ça oui, se saurait, mais, non? oui, alors, mais non, Il a mais pas non, passé- oui, Emmanuel sauf Macron a que passé sa vie au téléphone avec Vladimir Poutine non, mais moi je pour pense, être tourné en mais ridicule. passer Bah sa oui, vie au non, téléphone, bah, ce c'est- n'est pas agir. Mais si, c'est Non, dit, Si, mais au bien Conseil de sûr. sécurité, Je- bien sûr. non, La France non. a fait voter des résolutions Bah, au je tout regrette. début, Non, ça n'a mais rien donné derrière. oui, alors c'est pas parce Il y que a ça eu n'a des- il y a rien eu- donné. Ce que je dis, il y a c'est eu que des si on sanctions continue, économiques si on d'imposer, il y a eu continue, plein de alors moi choses. je ne suis, alors disons que la différence, Alors. c'est que moi je ne renonce pas à ce qu'il y ait un lieu international dans lequel les questions de sécurité puissent être abordées et personne réglées. renonce, en fait, Non, tout mais le si monde vous en dites rêve. l'ONU, vous dites l'ONU, ça ne sert à rien, c'est Non, mort, je dis pas que etc. ça sert à rien. Donc Ça moi n'a- ce que je dis, ça c'est n'a que c'est pas le, permis- c'est- ça n'a pas oui, permis ça n'a pas d'arrêter le permis. Il n'y a conflit. pas d'autre solution. Ça n'a pas Il permis n'y a pas d'arrêter le d'autre. conflit. C'est pas sur le terrain qu'on va régler le problème. Ça, je n'y crois pas. Ah bah, On si ne on règle. aide- si on On aide pas doit les Ukrainiens, on doit ils vont tout droit à la on doit défaite. aider les Alors. Ukrainiens, mais il faut qu'il y ait, en parallèle de ça, il faut qu'il y ait une action pour isoler politiquement absolument Zelensky il est venu l'Union à Paris, soviétique, il est allé pardon, en la Russie. Allemagne, il est allé à Londres, et il a expliqué qu'en gros, l'aide qui avait été promise, elle est soutenue à peu près à hauteur de 30%, qu'aujourd'hui, il manque de munitions, et que l'urgence, Il faut le c'est d'aider les Ukrainiens beaucoup plus qu'on ne le fait Il aujourd'hui. faut le faire. Il faut Alors, le faire. c'est pas parce que Il faut Emmanuel le faire. Macron dit on envisage tout, c'est-à-dire on va pas commencer à dire ce qu'on va pas faire, qu'il n'y a pas une intense activité diplomatique. Vous l'avez, y vous compris pouvez. militaire. vous- Mais je peux rien vous dire, je Non, ne sais pas. bah, voilà, Heureusement que je ne personne- sais pas. Non, mais Parce comment que ça- je ne dois non. pas le savoir. Non, une intense activité diplomatique qu'on ne sait pas?
Non. Bien sûr. Mais bien sûr Oui, que non. mais il y a des- de Bah, des militaires intermédiaires. Entre le enfin, patron de la CIA et le patron de l'équivalent On est- russe, il y a des alors, contacts permanents Et en avec Turquie. militaire à militaire également. Enfin, c'est ce que les Alors, militaires Non, mais disent. ça Les amis, des échanges je- certainement, mais c'est pas ça. il y a le pessimisme d'Emmanuel Macron et il y a le pessimisme de Bruno Le Maire qui a dit l'État n'est pas une pompe à fric. Voilà, la façon dont il l'a dit a fait plutôt sursauter. Écoutez Thomas Cazenave, le ministre délégué aux comptes publics. Je dois vous le dire en transparence, pour construire le budget de l'an prochain et pour tenir notre objectif que nous maintenons de ramener le déficit sous 3%, nous devons d'une part garantir que ces 10 milliards d'euros du décret d'annulation soient pérennes, et d'autre part, plus vraisemblablement, porter notre effort de 12 à au moins 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour l'année 2025. Voilà, donc Jean-Marie, ces économies, sont-elles réalisables? On a vu qu'Édouard Philippe, la semaine dernière, tapait un peu du poing sur la table en disant il faut remettre de l'ordre dans les comptes publics. Est-ce que ça nécessite là aussi un débat? Et surtout, comment faire des réformes, là où encore Édouard Philippe dit on n'en fait pas assez, et éviter que ce soit urticant pour les Français de faire des économies, ou quand, comment, et est-ce qu'il faut un débat? Ça, on n'évitera jamais que ce soit urticant s'il y a des mesures d'économie ou des mesures dites d'austérité. Ça n'existe pas. Le problème, c'est que le gouvernement a été rattrapé par une croissance beaucoup plus faible que prévu. Parce que tout le calcul du gouvernement, comme d'autres gouvernements d'ailleurs, c'est de faire en sorte que la dette se dissolve progressivement dans les chiffres grâce à une croissance plus forte. Une croissance plus forte, ça veut dire des rentrées plus fortes. Des rentrées plus fortes, ça veut dire qu'on maîtrise mieux nos déficits et ainsi de suite. Là, il n'y a pas cela, donc il faut faire des efforts. Les efforts, vous pouvez les faire soit en diminuant les dépenses, soit en augmentant les recettes. Augmenter les recettes, c'est augmenter les impôts, certains impôts. Et donc ça, pour le moment, Emmanuel Macron s'y refuse. D'où la politique de baisse des dépenses. Mais là, on va se heurter à un problème majeur qui est l'impossibilité d'en discuter, ou l'impossibilité d'avoir un débat qui soit constructif sur ce sujet. Pourquoi? Parce que d'abord, le gouvernement lui-même, depuis les Gilets jaunes, raisonne de façon très simple, un problème, une subvention. Un chèque. Un problème, Mais là, une ça subvention. marche plus. Ça. Les oppositions, elles, sont toutes sur des logiques de subvention, que ce soit les Républicains, contrairement à leur proclamation, ou le Rassemblement national, dont le programme ressemble à celui de la CGT par certains côtés. Donc on est tout le monde veut au contraire dépenser plus, subventionner plus, à un moment où il faudrait faire l'inverse. Donc il n'y aura pas de consensus là-dessus, et ce sera évidemment un cas de figure très difficile, sauf à voir revenir la croissance. Mais la croissance, pour le moment, elle est un peu en panne. Donc là encore, un débat compliqué. Il faut débattre là-dessus. Et surtout, est-ce que c'est de nature à rendre populaire, dire cette vérité? Les vérités ne sont pas toujours agréables à entendre et encore moins à faire. Donc c'est pas de nature, à quelques mois d'une élection, C'est pas de dire naturel. la Enfin, vérité. déjà, on a certains dans l'opposition accusent le budget d'avoir été fait pas véritablement en vérité, c'est d'avoir surestimé le taux de croissance à 1,4 alors qu'ils sont soupçonnés d'avoir succès témoin. Donc le faire, c'est bien. Alors même si on a le collectif budgétaire après les européennes, de toute façon, je précise quand même que M. Cazenave s'est fait un tout petit peu engueuler par Bruno Le Maire en lui disant les 20 milliards, finalement, on ne sait pas si c'est 12, si ça sera 15, si on ira jusqu'à 20, puisque là encore, ça c'est dépendra entre de la 12 et croissance. 20. La croissance qui va être projetée. Et puis il y a également une petite arrière-pensée politique, parce que de toute façon, c'est toujours comme ça, notamment parce qu'il y a des élections en 2027. Vous avez dû citer Édouard Philippe qui a dit qu'il faudrait vraiment réformer l'État, il faudrait faire des économies. Et Bruno Le Maire a envie d'être celui qui siffle la fin de la récré en disant le quoi qu'il en coûte, c'est déjà terminé. Alors maintenant, on entend dans son entourage des gens dire chaque fois qu'ils sortent, c'est la politique du chéquier. Et il, avec un ILS, c'est un peu le président, bon, c'est pas exactement son problème. Gabriel Attal, oui, mais pas tant que ça. Et c'est de se positionner comme celui qui aura eu raison, qui aura été responsable et qui lèguera à nos chers enfants un pays qui n'est pas totalement endetté. Donc, il y a aussi cette volonté de Bruno Le Maire de marquer son chemin et de pouvoir dire j'y étais, je l'ai fait. Et c'est pas drôle, mais c'est comme ça qu'on doit penser l'avenir. Donc, effectivement, ça rejoint ce qu'il pense, l'orthodoxie, rejoint ses ambitions, ses intérêts, son positionnement à droite. Oui, et là-dessus, il n'y a pas de contradiction, on va dire, entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Là, est-ce que c'est une parole autocréatrice ou c'est quelque chose qui, entre les deux hommes, a été Alors, si, il y a décidé. quand même une grosse différence entre les deux. Il y a un président de la République
qui n'a pas vraiment une vision très... qui est quand même plutôt un président dépensier. En tous les cas, les chiffres montrent qu'il a été probablement le président le plus dépensier de la 5e. Alors, il a quelques arguments à faire valoir. Mais globalement, pour arrêter la pompe à fric, comme dit Bruno Le Maire, il a pris son temps, parce que ça fait quand même un moment que le Covid est derrière nous. Bruno Le Maire, il a dû quand même s'y remettre à plusieurs fois pour qu'on arrête la politique des chèques et autres subventions parfois très généreuses. Et au fond, on est un peu les seuls à avoir aussi accompagné, alors c'est bien pour les Français, mais il y a un moment, accompagner la politique inflationniste, tous les autres pays ne l'ont pas fait à ce niveau. Moi, je pense quand même qu'il y a une chose qui est assez simple pour Bruno Le Maire, c'est qu'il ne veut pas être le ministre de l'économie qui va se taper la prochaine dégradation de la France. Ouais. Et que 3 agences qui doivent nous noter d'ici l'été. Et donc ça, je pense que lui, il est resté à Bercy, ce qui n'était pas forcément le plan A d'Emmanuel Macron. Et il s'est engagé sur son nom, sur son image internationale, sa longévité, 7 ans à Bercy. C'est le plus long règne sur le ministère des Finances en une seule fois, d'engager tout son poids politique pour que la France ne soit pas dégradée. Ça nous pend quand même au nez. Hein. Il n'y a pas qu'une seule solution. Excusez-moi, je vais aller vite parce que je sens que l'heure tourne et que vous êtes tout à fait d'accord avec, en gros, les orientations qui sont celles. Tandis que je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on ne peut pas continuer de laisser filer le déficit. En revanche, il y a 2 façons d'envisager les choses. Ou bien on réduit les dépenses, et en particulier les dépenses qui sont liées à l'écologie et aux services publics. Et on a... qui nous attend dans 3 mois, une montée très puissante du Front National, là encore, parce que les services publics se dégradent, ou alors on se pose la question de quelles sont les recettes et comment on réorganise l'efficacité des services publics. Donc, du côté des recettes, excusez-moi, oui, mais je vais terminer, je vais dire quand même ce que je veux dire, c'est que l'ISF, on n'y touche pas, que le MoDem avait fait voter le fait qu'on fasse des impôts sur les super profits, il n'en est pas question. Oui, donc taxer, c'est-à-dire, les super profits. Par contre, en revanche, ce qu'on est en train d'envisager, c'est de réduire encore les aides pour la moitié des chômeurs qui touchent quelque chose. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce sur quoi on est en train d'envisager de supprimer le 100% de remboursement pour les maladies longue durée. C'est-à-dire que l'endroit où on veut faire des économies, c'est du côté du social. Par contre, de l'autre côté, là, il y a une espèce de dogme, c'est qu'on n'y touchera pas. Donc, il y a plus de social. Peu importe, il ne faut pas exagérer. C'est peut-être le régime où il y a plus de social, mais en fin de compte, non, c'est pas dans un... Non, je ne parle pas d'un monde idéal. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Les entreprises, les grandes entreprises françaises, et par exemple, les entreprises de la distribution ont fait des profits maximum cette année. Record. Total a fait des profits records. Et à eux, on ne demande rien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les piquer 50 € dans les poches. Ça suffit. Non, les salariés... Non, je ne parle pas des salariés. On ne parle pas des salariés de Total. Non, mais d'accord. Ils sont combien, les salariés de Total en France? Non, ils sont 20 000 en France. Donc ce n'est pas beaucoup. C'est rien du tout. Par contre, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire du mal aux Français. La classe moyenne dont parle Gabriel Attal, c'est sur leur tête qu'il va taper. Et c'est le service public. Mais ça, il le dit. Mais donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de monter le Front National. Je regrette, mais c'est une politique désastreuse. Voilà, c'était le coup de gueule de Catherine Tricot. Je le dise vite, et sa fin du monde. Non, mais je suis les 3 dernières minutes, moi. On accueille Véronique Reissoul pour la politique sur le réseau. Vous êtes tous d'accord. Calme. Voilà. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va parler on va dire un mot de l'IVG et sur ce que ça a suscité comme nombreuses réactions, qu'elles soient positives ou négatives. Eh bien, ça a été un sujet qui a plus que fait réagir, parce qu'on a 495 000 messages juste sur cette semaine. Et surtout, quand il y a des moments de paix, d'harmonie sur Internet, c'est bien de se le dire, des moments de calme, n'est-ce pas? Eh bien, un moment de calme réellement, parce qu'en fait, globalement, sur tous ces messages, c'était un alignement, quelles que soient les idées. Voilà, c'était apaisement, congratulations, moment de concorde. Bref, tout le monde était content, satisfait, donc parfait. Mais, vous allez me dire, au milieu de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même quelques petites histoires? Mais il y a des gens, ils ont une capacité à créer des petites polémiques quand tout va bien, que tout le monde s'aime. Eh bien, je vous montre la jolie affiche, vous l'avez sans doute vue. Voilà, on l'a fait. Donc, Madame Panot qui parle à Madame Veil. Alors, autant vous dire que
Voilà, cette force politique a une certaine capacité à créer des petites polémiques. Et il y a eu des détournements Et intéressants. alors, c'est pas qu'il y a eu des détournements, c'est qu'il y a eu des milliers de détournements. Donc moi, je savais pas que vous présentez aujourd'hui. Alors, je vous ai sélectionné finalement ceux qui ont été le plus repris. Alors, le premier, peu de gens le savent, mais figurez-vous que avant de légaliser l'avortement, Mathilde Panot a également obtenu le droit de vote pour les population afro-américaine aux États-Unis. Moi, je dis, c'est quand même, c'est beau, cette humilité de ne pas l'avoir dit avant. Nous avons aussi l'IVG, c'est moi, qui rappelle une petite réflexion de M. Mélenchon. Et donc, elle l'a fait, elle a quand même été sur la Lune. Et puis, le vaccin contre la rage, là aussi, on ne savait pas. Alors, je vous passe parce qu'il y a... Ça n'a pas tellement marché. Il n'y a pas eu d'auto-inoculation. Et surtout, il y a eu beaucoup Enfin, il y en a eu beaucoup d'autres. Et après, je me suis dit, il faut que je vous en montre une autre qui a été reprise et qui est intéressante parce qu'elle utilise l'IA et la transformation d'images qui peut servir à des choses assez sympathiques parce que figurez-vous que c'est une des rares images non retouchées de Mathilde Panot aux côtés de Jean-Paul Sartre quand elle militait dans la clandestinité sous le pseudonyme de Simone de Beauvoir. Donc voilà, mais il y en avait beaucoup. Écoutez, vous avez pris les meilleurs. Alors, décidément, c'est la semaine des affiches pour LFI cette semaine, dont a été victime notre consoeur ici présente, Nathalie. Je vous laisse dérouler. Alors, dérouler. En fait, ce que j'ai fait, je me suis dit que vous étiez là, et comme on était sur LFI, et que c'est vrai qu'ils ont Beaucoup une de capacité... monde, on en a beaucoup parlé. Voilà, ils ont une capacité à créer effectivement des polémiques. Et donc, il faut quand même se dire qu'à la base, l'intention, elle était plutôt juste, parce que le sujet des Européennes, c'est l'abstention. On n'aura pas le temps d'en parler là, mais c'est vraiment l'abstention. Et donc, pourquoi pas ? Après, l'expression, elle était, on va dire, un peu maladroite, pour le dire élégamment pour le moment, voire même carrément déplacée. Et donc, voilà, je remets l'affiche qui n'est pas un bon moment en soi, mais qui a été beaucoup commentée. Sachez que 85% des messages engagés qui ont été autour de cette affiche étaient tous en soutien. Alors vous avez évidemment, comme ici, des soutiens de journalistes, comme Trump qui jette à la vindicte populaire les journalistes qu'il déteste et les fait huer dans ses meetings. La France insoumissible, Nathalie Saint-Cric et plusieurs journalistes dans une campagne publicitaire indigne. Ce procédé est inacceptable dans une démocratie. Là aussi, c'est une autre journaliste. Mon soutien à Nathalie Saint-Cric, une grande journaliste politique, libre, sincère. Je tiens ici à saluer son professionnalisme sans faille et la rigueur qu'elle met depuis toujours au service de son métier. Donc là, on va dire c'est la profession. Oui. C'est pas que la profession. Il y a aussi énormément d'internautes qui sont montés au créneau pour dire qu'ils n'étaient pas satisfaits. Et puis, au même titre qu'on a eu quelques détournements sur la jolie affiche, il y a eu aussi des détournements, heureusement. Alors, je vous en ai sélectionné deux qui étaient plus directement dirigés vers LFI. La première, c'est « Sa personne sacrée vote LFI et vous, on s'inscrit, mais on ne vote pas les insoumis ». Voilà, les internautes se sont moqués. C'est généralement là où on sait que c'est plus difficile. Alors, la suivante, elle est un peu plus dure pour Madame Panot. Il faut avoir des puisqu'en références, c'est ZZ dans... C'est ZZ dans le Père Noël. Voilà. Et donc, Mathilde Panot vote et vous, on s'inscrit et on ne vote pas les insoumis. Globalement, au-delà des attaques vraiment déplacées, et je vous laisserai nous exprimer. Parce qu'il y avait d'autres journalistes aussi. Il y avait d'autres journalistes, mais vous étiez devenu presque le symbole de cette histoire. Les internautes ont soutenu, ont détourné. Et puis, on peut se dire aussi que même si c'était légitime et intéressant et juste de travailler sur la notion de l'abstention, quand vous faites ce genre d'affiche, en fait, vous ne parlez que aux gens qui vont voter, c'est-à-dire à vos militants qui sont déjà motivés pour aller voter. Donc, ce n'est pas forcément la bonne façon pour élargir. Mais bon, globalement, les gens se sont indignés de ce procédé. Ah oui, ouais. Et même chez LFI, c'était intéressant de voir, parce que les militants, par essence, quand vous avez une campagne, ils la relaient, c'était assez mollement. C'est juste, à force d'avoir justement des attaques, ils ont fini par se sentir attaqués et commencer à répondre de façon moins sympathique. Mais 85% des messages engagés étaient en soutien, donc c'est plutôt rassurant. Ouais, attendez, moi je ne suis pas traumatisée. Les deux seules choses qui m'ont déplu, un, c'est que d'être à côté, les racistes votent. Parce que être là-dessus, je vote, ils peuvent mettre... Bon, Arnaud, ils peuvent mettre Vincent Bernard Arnault, Arnaud, il va y pouillaner, je ne sais même pas s'il a eu la sienne, mais c'était prévu. Mais les racistes votent, et puis figurez que ça, c'est pas très agréable. Et deuxièmement, ça m'a rappelé, ça montre que je suis extrêmement âgée. Les premiers meetings suivant Jean-Marie Le Pen, on avait droit, au début du meeting, à la liste des journalistes sur lesquels il était. On avait Anne Sinclair, on avait Yvan Levaille, on avait Jean-François Kahn, je ne sais pas quel était le quatrième.
parti sans doute juif, hein, et que ce truc qui est de désigner des gens... bon, On recevait des petits cercueils, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Vous êtes toujours, absolument, nous avons tout ça Voilà. quand on a fait la guerre, la première. Et donc voilà, c'est le côté... c'est Oui. pas utile. Raciste, les chasseurs, les golfeurs, les riches. Oui, les riches. Oui. Les riches. Oui, donc les livres. Mais enfin, je veux dire, ça m'a pas empêché de dormir. Alors, Bon. je ne sais pas si ça vous fera plaisir, mais vous n'étiez pas la personnalité qui a été la plus reprise. Monsieur Non, mais Pouyanné a attendez, été plus repris. ça me va très bien, là, d'être tranquille quelque temps. Bon, Oh, oui, on arrête. on arrête. Voilà. On a dans l'oreillette, c'est ça la suffit. fin. Donc, merci beaucoup. Donc, la une de Regard, la fin du monde, c'est ça. Non, pas la fin du monde. Voilà. Le monde existe-t-il encore? Voilà, existe-t-il encore? Et le livre L'ombre d'un traître aux éditions de l'Observatoire Nathalie Saint-Cric, La Tribune Dimanche. Slate, merci ma chère Véronique. Voilà. Et merci à Flore Simon et merci à toute l'équipe technique d'avoir été là. Merci.